Donc, nous sommes donc le 6 avril et ce séminaire, ce webinaire va surtout parler du véhicule autonome, de l'assistance au conducteur et des lidars, donc qui permettent tout ceci. Quelques mots d'abord pour introduire le CLP. Donc, le Club Laser et Procédés est une association complètement indépendante de loi 1901. Elle existe depuis 35 ans maintenant et en 2021, nous avons 60 membres. Cette association a pour but donc de fédérer les acteurs du laser qui travaillent sur les technologies et les procédés laser pour l'industrie. Nous essayons donc de créer un réseau fort en France ou un peu plus large dans les pays aussi francophones. Nous voulons donner donc de la visibilité à nos adhérents, à nos membres. Pourquoi pas créer des synergies, des collaborations, des points communs pour fédérer des visions et organiser donc un peu plus d'activités et de relations autour du laser. Nous nous appuyons sur un tout nouveau site internet, clp-laser.fr, que je vous conseille d'aller visiter. Nous avons pour but aussi de diffuser toutes les informations nouveaux événements de nos membres. Donc, nous passons à la fois par notre site internet et par les réseaux sociaux. Vous pouvez liker ou suivre le CLP sur LinkedIn, par exemple. Nous avons une base de données de 3000 contacts qualifiés sur lesquels nous envoyons toutes les informations de nos membres et aussi News Laser, une newsletter appelée News Laser qui est diffusée tous les trimestres. Et tous les ans, nous organisons les conférences PLI, Procédés laser pour l'industrie. Alors prenez note, cette année ce sera en juillet, début juillet. Alors malheureusement en distanciel encore pour cette année, mais nous avons en moyenne environ 120 participants. Donc je vous invite à vous inscrire pour la prochaine édition des PLI. Alors, je vous présente rapidement l'équipe qui s'est investie pour l'organisation de cette série de webinaires du CLP. Tout d'abord, Olivier Bénac, administrateur du CLP, responsable des ventes chez Trumpf, et notre président, John Lopez, ingénieur de recherche au CELIA, pour l'organisation, entouré de l'aide précieuse de nos deux super chargés de communication, Lucille et Fanny, et moi-même, Audrey Lelay, donc secrétaire du CLP et ingénieur technico-commercial chez Laser Components. Je suis également donc l'animatrice pour ce webinaire autour du lidar. Quelques petits points juste pour une bonne organisation, un bon déroulement de ce webinaire. Nous allons avoir 4 présentations. Chacune se déroulera donc sur 15 minutes de présentation et nous aurons ensuite 5 minutes de questions. Vous avez un chat en bas à droite de l'écran pour écrire un commentaire. Vous avez la petite bulle orange et pour poser une question, vous avez le point d'interrogation. Donc, pour taper votre question, vous tapez votre message dans le chat et vous cliquez sur la petite question. Donc, voilà pour le déroulement. Chaque présentateur, je réapparaîtrai dans la vidéo pour alerter qu'il reste 2 minutes. Et voilà, pour ne pas dépasser le temps qui nous est imparti. Donc, au sein de ces séries de webinaires, nous en sommes au 3e webinaire, donc comme je le disais, consacré aux technologies laser au service donc, de la voiture autonome et de l'aide aux conducteurs. Nous allons avoir 4 présentations. La première par Thomas Lopez du groupe Stellantis PSA qui nous parlera donc des besoins qu'un groupe comme Stellantis PSA a besoin, attend des acteurs de la photonique et surtout donc focalisé sur le lidar. Ensuite, nous aurons Sébastien Delabastille de la société Outside qui nous présentera le nouveau lidar qu'il souhaite mettre sur le marché et comment ils analysent en temps réel donc les données retranscrites par n'importe quel lidar.
et le rendu qu'ils en font. Troisième présentation, nous aurons Christophe Vitre du groupe Lumibird qui nous parleront de leur solution donc développée au sein de Lumibird pour tout ce qui est émissions, donc intégré dans les lidars. Et en dernière présentation, nous aurons Michael Nellig de Laser Components qui nous fera un point sur ce qu'est un lidar et les composants disponibles à l'heure actuelle sur le marché pour tout ce qui est émission et détection, donc ce que compose un lidar. Voilà pour le programme de ce webinaire. Et en tout premier, Thomas Lopez est-il là? Je crois comprendre qu'il a eu... Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, Thomas. Donc, de Stellantis PSA, Alors, qui va nous parler mon bureau. des besoins en photonique pour les applications automobiles. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait. Super. Ok, bonjour à tous. Voici, je m'appelle Thomas Lopez, ingénieur de recherche en photonique pour la division scientifique dans le groupe Stellantis. Donc Stellantis, fusion de PSA de ex-PSA et de ex-FCA, Fiat Chrysler. Et donc l'idée de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous présenter les challenges automobiles, quelques infos avant sur Stellantis, mais surtout d'appuyer un peu sur le besoin photonique qui est autour du lidar. Donc ne perdons pas de temps. Stellantis, très rapidement, ce que je veux montrer ici, c'est que c'est beaucoup maintenant de marques automobiles. Et parmi ces marques automobiles, en fait, il faut vraiment dissocier les deux dernières en dessous des marques de mobilité, typiquement pour de la location de véhicules libre-service. Et puis toutes les autres marques, en fait, ce qui est important de se souvenir, c'est que ces marques n'adressent pas les mêmes clients, les mêmes marchés. Et nous qui travaillons dans l'innovation, c'est très intéressant pour nous de vendre à nos clients internes, nos marques, des innovations différentes, que ce soit pour Citroën ou pour un Alfa Romeo, voire un Maserati. Les besoins sont différents, les challenges sont différents. Je voudrais aussi vous parler de ce qui est de niveau TRL, donc Technology Readiness Level ou niveau de maturité technologique. Donc, je pense qu'il y a autant d'échelles que d'entreprises. Donc là, je vous parle de celle de ex-PSA, donc de 1 jusqu'à 9, où 9, c'est quelque chose dans la rue. Eh bien, moi, j'appartiens donc à la direction de l'innovation, donc l'ADRIA, où on va travailler de TRL 1, donc une idée sur le papier, jusqu'à un TRL 6, donc c'est-à-dire intégrer ces innovations dans un véhicule. Et puis, entre 6 et 9, c'est de l'industrialisation. Et donc, moi, je travaille au sein du département scientifique, donc de TRL 1 à TRL 3, où 3 s'arrête à un démonstrateur sur table. Donc on travaille la plupart du temps avec des laboratoires, donc instituts académiques, ou des entreprises et des PME, des startups qui ne sont pas tout de suite affiliées à l'automobile. Je parle évidemment de la division scientifique, hein. Mais Andrea, évidemment qu'on travaille avec des équipementiers, etc. Donc, ici, c'est une synthèse en fait donc de ex-PSA sur les tendances, sur des grosses tendances qui vont avoir un impact fort sur le monde automobile. Donc, il y a des choses qui sont plutôt évidentes, connues du public, tout ce qui est véhicule autonome, j'y reviendrai, tout ce qui est énergie et environnement, mais des choses aussi qui sont très importantes vis-à-vis d'un constructeur automobile, comme par exemple le partage. Il est fort à parier que dans les années qui viennent, de plus en plus de clients n'achètent plus leur véhicule, hein, ils passent à de la location, quoi, à du leasing, comme vous avez pour un forfait internet ou téléphone. Tout ce qui est connectivité, la digitalisation évidemment, qui impacte tous les secteurs d'un groupe automobile. Et puis je peux aussi commenter la divergence des marchés. Aujourd'hui, on est un groupe encore plus mondial. Et donc, on veut réduire nos coûts de production, donc c'est-à-dire uniformiser nos pièces, uniformiser nos véhicules. Mais en même temps, on doit bien vendre des véhicules à des marchés, des cultures qui sont totalement différentes. Vous ne faites pas la même voiture pour un marché asiatique que pour un marché sud-américain. Donc, tout ça a évidemment un impact sur les usages et les besoins de nos clients. Et donc, ça a un impact, comme j'ai dit, de la conception jusqu'à la production du monde automobile.
C'est pourquoi, le groupe a défini en fait des piliers stratégiques de l'innovation, qui sont autour des clean technologies, de la mobilité intelligente et de l'attractivité des marques. Et à l'intérieur de ces piliers, on a défini en fait des axes majeurs pour, les 10 années à venir, qui sont, la réduction d'émissions de CO2, donc qui passe par, électrification des véhicules ou alors, aller chercher comment récupérer de l'énergie sur un véhicule. Tout ce qui est, les systèmes d'aide à la conduite, les systèmes ADAS, j'y reviendrai, et puis véhicules connectés. Et donc, comme dit précédemment, en fait, l'idée c'est de vous parler uniquement du lidar, de centraliser sur le lidar, donc je vais rester uniquement sur l'axe, mobilité intelligente et surtout l'axe, ADAS et donc véhicule autonome. Heu, véhicule autonome, alors je vais peut-être ouvrir des portes ouvertes, mais, heu, il faut se souvenir que en fait, on entend plusieurs niveaux d'autonomie, qui vont de 1 jusqu'à 5 et plus on est élevé dans le niveau, plus on donne la main au véhicule. Donc ici est séparé en fait des niveaux, jusqu'à 2 où, même s'il y a des fonctions où le véhicule, en quelque sorte, s'en sort très bien, un régulateur adaptatif, rester sur la voie automatiquement, le conducteur reste responsable de son véhicule. C'est très important. Hem, mais à partir du niveau 3 jusqu'au 5, quand les modes autonomes, quand les modes ADAS sont activés, cette fois-ci, c'est le véhicule qui va lui-même prendre la conduite. Donc, sur ces niveaux-là, vous avez tout à fait le droit de faire autre chose. Le niveau 3 est un peu entre les 2, c'est-à-dire que, typiquement, vous êtes dans un, par exemple, le Traffic Jam Chauffeur, c'est l'application. Vous êtes dans un bouchon. Si jamais, le véhicule, pour une raison X ou Y, d'alerte et cetera, peut vous demander de reprendre la main. Donc sous un délai de 5 secondes ou 10 secondes, bon, à déterminer. Mais sinon, voilà, plus on va loin dans les niveaux, plus vous êtes dans l'autonomie. Un niveau 5, c'est il y a même plus de volant, hein, c'est un robot. C'est pourquoi, dans le véhicule autonome, finalement, il y a 2 grands marchés qui sont, adressés. Évidemment, le véhicule particulier, donc là, ça veut dire vous conduisez, puis de temps en temps, vous voulez, vous reposer ou faire une autre activité. Donc là, heu, on est sur des niveaux 3 ou 4. Mais à partir vraiment d'un très bon niveau 4, cette fois-ci, finalement, le marché, c'est plutôt une navette, un taxi. Hem, il y a on a du mal encore à voir l'intérêt de fabriquer en masse, des véhicules qui se conduisent finalement tout seuls. Mais pourquoi pas? Donc, j'en viens, petit à petit aux besoins, photoniques. Donc, quand on regarde les éléments optiques et les éléments optoélectroniques qu'il y a dans un véhicule, à travers la connectivité, vitrage, capteur, donc caméra, lidar évidemment, éclairage, signalisation, les écrans, les IHM, interface homme machine. Il y a ici évidemment beaucoup d'optique et d'électronique et d'optoélectronique dans, la production. Donc on peut parler, de, réalité augmentée, réalité virtuelle pour former les opérateurs. Évidemment par production, tout ce qui est laser, industriel. Ben, heu, je pose la problématique, c'est-à-dire comment la photonique, eh bien, peut essayer de lever les verrous, des challenges automobiles. Et donc aujourd'hui, c'est lidar, donc on va se centrer sur le, capteur, donc sur le lidar. Alors le lidar, ça c'est une image que je suis allé chercher sur internet qui essayait de synthétiser un peu entre les radars, les caméras, les capteurs ultrasons et les lidars, comment, comment les capteurs pouvaient, quelle était la mission de chaque capteur. Donc ici, c'est juste pour vous montrer, hem, que excusez-moi, que, finalement le lidar, il est dans la roadmap des, constructeurs automobiles. La question c'est pourquoi? Et donc les besoins autour des lidars, le premier c'est évidemment le champ de vue. Vous avez un véhicule autonome ou une fonction ADAS, elle a cette fonction a besoin de voir des choses et c'est sur un grand angle. Donc un champ de vue évidemment vertical, voir, des panneaux qui sont élevés, voir des feux de route, voir aussi des choses, au sol. Et puis évidemment un champ de vue horizontal, voir tout autour du véhicule, voir, être capable de prendre des décisions en fonction de ce qu'on voit comme les autres acteurs de la route, les véhicules, mais évidemment sur les piétons ou sur d'autres acteurs, un peu, vis-à-vis de la sécurité en fait, de la route. Évidemment, notre capteur, on veut qu'il soit pas cher, on veut qu'il ait un temps de calcul qui soit rapide et surtout, on veut qu'il soit disponible.
Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en conduite autonome sur une autoroute, il y a une mouche qui vient s'écraser sur votre caméra ou surtout sur votre lidar. Comment le véhicule réagit? Donc tout ça, il faut être capable de l'anticiper, de le traiter. Ça peut être par du nettoyage ou alors par du soft. Et puis il y a de l'information utile. Hem, Typiquement sur votre image en bas à droite, tout conducteur voit un sac plastique, il comprend qu'il est vide, donc il comprend qu'il n'y a pas de danger à rouler dessus. Maintenant, vous êtes en mode autonome, est-ce que votre système de perception du véhicule, caméra lidar, il va être capable de comprendre ça? Aussi vite que vous? Donc, est-ce que ça passe par de l'apprentissage? Est-ce que ça passe par un vrai capteur physique qui détecte le plastique? À voir. Et puis sur l'image de gauche, là, on est sur un reflet. Donc pareil, vous comprenez bien qu'il y a pas réellement des gens dans la voiture, ce n'est que le reflet. Par contre, vous comprenez qu'à 45° ici, bah, il y a des gens qui sont peut-être en train de traverser. Est-ce que votre système de perception est capable de le détecter? Hem, des choses qu'on aimerait, en tout cas explorer vis-à-vis des technologies de capteurs. Évidemment, on a besoin d'un lidar pour voir loin. C'est évident. Vous roulez vite, plus vous roulez vite, plus vous avez besoin, de voir, des objets, des acteurs de la route, bah, de plus en plus loin. Donc ici, c'est juste une petite image qui compare en fait, la distance d'observation de capteurs avec, les distances de freinage. Et enfin, bah, on a besoin de voir bien, de voir mieux. Ici, ce sont, à gauche, le détail minimum pour discerner, un véhicule, un chien ou un tout petit trou, dans la route. Bah, quand vous comparez donc, en fonction d'une distance d'observation avec la résolution angulaire d'un détecteur, bah, vous voyez que, par exemple, avec un radar, ça va être très compliqué de détecter des objets, petits à courte distance. Et puis quand on compare, une qualité d'imagerie entre un lidar et un radar à haute résolution, et bah, pareil. En fait, avec un lidar, vous arrivez à avoir plus d'informations, vous avez plus d'informations qu'avec un radar. Vous comprenez qu'il y a un piéton, un pont et des véhicules. Donc finalement, le lidar, il est intéressant, heu, pour sa haute résolution à une grande distance, donc c'est un très bon compromis entre un radar et une caméra. Et puis on en a besoin aussi pour faire de la redondance avec d'autres capteurs. Quand le véhicule, va prendre une décision, si vous avez des capteurs, heu, physiques différents qui prennent la même, quelque part, décision ou détectent la même chose plutôt, bah, là, la décision, elle est de plus en plus robuste. Donc, hem un lidar, comment c'est fait? Donc là, j'ai pris quelque chose de très basique, hein, donc en temps de vol. C'est une source lumineuse évidemment infrarouge, des éléments optiques qui permettent de distribuer cette lumière infrarouge. On va ensuite exposer une scène et puis en fonction, du délai, de retour, bah, là, on a de la détection et puis on en déduit, finalement, un objet. Donc et ce signal, pardon, qui est pulsé, donc c'est généralement en amplitude, hein. Donc on envoie un signal en amplitude et puis on regarde, le délai et puis, à quel point, ce signal a été, comment dire? Réduit en amplitude. Donc, nous, ce qu'on va regarder, c'est quelles sont les sources, comment est distribué le faisceau plutôt vis-à-vis de l'optique du capteur lidar et puis comment est le détecteur. Donc le basique, donc je crois qu'on trouve quasiment tout ici en série. On a la distribution en fait par des miroirs, mécaniques, par de la rotation de miroirs. Donc on a des choses qui sont en front, donc il y a déjà, hein, dans des véhicules, donc à l'avant des véhicules, qui permettent de scanner avec un angle jusqu'à 145°, donc très intéressant. On a des choses plutôt pour, les robots taxis qui scannent à 360°. Et puis encore d'autres choses, mais qui sont globalement sur le même principe rotation, de translation, de miroir. Donc, évidemment, je vais être difficile aujourd'hui. Nous, ce qu'on aimerait, en tant que constructeur automobile, c'est avoir le plus grand champ de vue possible, mais des encombrements très faibles, des coûts très faibles et puis on n'aime pas trop les choses, mécaniques. Donc si on peut, avoir des champs de vue, mais sans rotation, sans éléments qui bougent, ça nous plaît. Et puis, le basique, donc je vous ai dit, hein, pour la détection, donc c'est tout ce qui est signal pulsé. Heu, il y a quelque chose qu'on aimerait mesurer, c'est de la mesure de vitesse, mais directe.
Et ça, évidemment, il faut prendre plusieurs distances, il y a plusieurs délais, et donc ça, c'est des choses aussi qui nous intéressent. Et aujourd'hui, on n'a pas réellement on va dire, de lidar magique pour faire ça. Et puis, ça aussi, c'est une info que je suis allé trouver sur un blog scientifique, c'est la sécurité et l'intégrité du signal. En fait, il y a des chercheurs qui ont démontré qu'avec très peu de budget, ils arrivaient en fait à tromper un lidar automobile sur un véhicule. Donc, je dis pas que tous les capteurs lidar sont facilement hackables quelque part, mais en tout cas, c'est un point qu'il va falloir traiter absolument. Donc, si je devais faire ma liste au Père Noël pour mon lidar dans les 10 ans, je veux qu'il soit compact, je veux qu'il soit très sûr. J'aimerais qu'il soit pas mécanique si c'est possible et qu'il soit capable de mesurer des vitesses directement avec des distances. Donc, est-ce que ça passe par de l'amélioration mécanique, de l'amélioration plutôt des lidars mécaniques, ou alors par d'autres technologies, MEMS, des lidars fréquentiels, voire d'autres technos que on n'est pas encore au courant. Et donc je termine. Bon, normalement cette slide est beaucoup plus complète, mais ce que je veux vous faire comme message, c'est que l'optique a toute sa place dans le monde automobile, qu'on a des partenariats avec des PME, des académiques, c'est essentiel pour l'innovation. Et puis autour de ce sujet du lidar, c'est finalement comment on peut connecter vos besoins, vos compétences, vos produits avec nous, notre besoin automobile. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Thomas, c'était très intéressant. Peut-être que les quelques présentations qui suivront répondront à quelques-unes de vos questions. Alors, moi, j'en avais une, mais je vois qu'il y en a également sur le chat. Je vous publie la première. Tout le monde peut la lire. Donc, le poids financier des dispositifs sur le tarif des véhicules. En fait, c'est... Comment dire? Évidemment, c'est de plus en plus grand. J'ai pas de chiffres, évidemment, à vous communiquer. Mais en fait, le système ADAS, c'est quelque chose qui permet aussi de se... Enfin, comment dire? C'est une tendance que tous les constructeurs automobiles sont en train de faire. Donc oui, ça coûte de plus en plus cher à les intégrer, mais c'est aussi quelque chose qui permet qu'il y ait un argument pour vendre les véhicules. Donc, en fait, on est obligés tous d'aller vers ces systèmes-là, puisque tout le monde le fait. Donc aussi, il y a des raisons aussi de sécurité. Hein. Un véhicule autonome, il permet de... La grande tendance, c'est de dire, vous allez supprimer tous les accidents liés aux erreurs humaines. Et il me semble que c'est énorme, hein. C'est du plus de 75%. Et en plus, ces systèmes ADAS sont en train d'être légiférés. Alors je sais où en cas de l'Europe, typiquement par exemple, je suis presque sûr qu'un système de freinage d'urgence, je suis presque sûr maintenant qu'il est obligatoire sur le nouveau véhicule. Eh bien, ça sera le cas probablement pour les systèmes dont j'ai parlé aujourd'hui. Donc oui, ça coûte cher, mais finalement, c'est aussi un argument pour le vendre. Oui, j'ai même entendu dire que certains partaient du principe que un chauffeur était encore moins cher qu'un système lidar, donc c'était pas encore viable pour les véhicules tout public. La question suivante, on aura peut-être une réponse à la présentation suivante d'ailleurs, mais je ne veux rien révéler. Eh ben, l'analyse multispectrale, oui, parce que donc déjà, je pense multispectral, donc notamment par exemple pour le sujet du sac plastique, ça rentre totalement là-dedans. Ou alors, est-ce qu'on fait de l'apprentissage à fond vis-à-vis des caméras, ou alors on rajoute on rajoute du multispectral pour étendre notre redondance. J'ai envie de dire qu'en tout cas, le sujet, il est pas fermé. Surtout chez nous, en fait, dans une division d'innovation, voire de recherche scientifique, c'est des sujets qu'on explore. Ouais. Très bien, merci. Dernière question. Et oui, il y a les géants Apple, Google qui travaillent énormément sur le lidar. Bien, j'essaie de répondre. En fait, évidemment que tout ce qui est, si vous pensez tout ce qui est intelligence artificielle, réseau de neurones, évidemment que ces entreprises-là ont beaucoup d'avance sur des constructeurs automobiles, donc il faudra faire appel à eux, évidemment. Maintenant, il faut avoir des partenariats avec ces entreprises-là. C'est le cas, hein, on a des structures
type des partenariats de recherche ou des partenariats précis avec des Microsoft ou des Google. Je pense que la future valeur sera, est-ce que ce sera dans les softs? Je pense qu'il y a toujours aussi le côté design, le côté. Je pense que la conduite a encore de beaux jours devant elle en fait, en termes de plaisir de conduite et donc et le plaisir de aussi le design à l'intérieur du cockpit, etc. C'est des choses qui forcément sera aussi dans le futur. Ouais, parce que la Waymo de Google ne fait pas rêver. Hein. Bah oui, et quand vous regardez par exemple le cockpit, par exemple d'une dernière Peugeot 308 ou quand vous regardez le cockpit d'une Tesla, vous voyez que les tendances sont pas du tout les mêmes, les efforts de design ne sont pas du tout les mêmes. Euh, Après, libre à chacun de savoir dans quel cockpit il préfère être. Moi, disons que j'ai déjà fait mon choix. Moi aussi. Et j'ai peut-être une dernière question très rapidement. On ne va pas trop dépasser. Justement, ces gros comme Google, Apple et d'autres considèrent ces technologies LIDAR comme très sensibles et ne veulent pas dépendre des autres, donc intègrent ces technologies en interne. A priori, c'est pas la politique de Stellantis. Seriez plutôt donc sur des partenariats. Ah bah oui, oui, nous on n'est pas du tout fabricant de lidar. Donc nous on ira chercher chez nos tier one, nos équipementiers, les technos. Oui, oui, on ne fabriquera pas nos propres lidars. Enfin, ça peut changer, hein, mais je suis presque sûr de ça aujourd'hui. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous. On va donner la main maintenant à Sébastien de la Bastille d'Outsight, qui, je pense, par sa présentation, répondra à quelques-unes des questions précédemment posées. Sébastien, vous êtes là, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Parce qu'on doit switcher les droits de présentateur. Je vous vois, je vous entends. Tout à fait, je vous entends. Et donc, je vais me mettre en mode présentation. Voilà. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, je la vois. Je vais disparaître et je réapparaîtrai quand il vous restera 2 minutes. Très bien. Bonjour à tous, Sébastien de la Bâtie. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Je suis en charge du business développement pour Outsight. Et donc, Outsight, c'est un mot qui veut dire quelque chose. Outsight, c'est la capacité de voir et de comprendre le monde extérieur clairement. Donc, on est vraiment au cœur du sujet de l'entreprise aujourd'hui. Et voir, il y a beaucoup de solutions qui permettent de voir de mieux en mieux l'environnement aujourd'hui, en particulier des outils de machine learning sur des images qui permettent aujourd'hui de comprendre beaucoup de choses. Et ça fait longtemps que ces solutions sont en cours de développement. Aujourd'hui, elles fonctionnent bien, elles fonctionnent de mieux en mieux, elles sont vraiment largement adoptées. Voilà, c'est un exemple qui est donné ici. Ceci dit, l'expérience montre que la forme et la couleur souvent ne suffisent pas. Il est important de comprendre la dimension des objets. Et c'est la grande différence entre la perception basée sur l'image et la perception basée sur le lidar. C'est la notion de distance, de dimension, et qui fait une différence fondamentale. Je reprendrai l'exemple de Thomas lors de la présentation précédente, qui faisait allusion aux reflets de personnes sur des vitres qui sont de nature à tromper des systèmes basés sur la vision, mais pas des systèmes basés sur un lidar, qui aurait bien vu que ces personnes-là ne pouvaient pas exister en réalité projetées sur la fenêtre d'une voiture. Et donc, il y a un potentiel très, très important sur ces technologies de perception lidar. Et donc, c'est l'objet de ma présentation, la façon dont ces lidars peuvent être utilisés pour construire une représentation de l'environnement en 3D et en temps réel. Alors, il y a deux complexités. Il y a une complexité physique, de faire fonctionner le lidar, et une complexité logicielle
d'interpréter le signal généré par un lidar. Le lidar, c'est la petite boîte au milieu gris sombre à gauche. Il donne l'intensité du signal réfléchi dans une direction donnée. Donc, R, θ, phi, une direction donnée par rapport à l'origine qui est le capteur. Donc, R, c'est déduit du temps de parcours de la lumière, et on a l'intensité du signal réfléchi. Et vous voyez qu'avec des lidars qui scannent l'environnement, vous avez une succession de points au cours du temps, mais que la distance et les deux angles sont donnés par rapport à un repère qui lui-même bouge. Et quand il observe des objets qui bougent, vous voyez que d'une trame à l'autre, dans des lidars qui, par exemple, scannent l'environnement 20 fois par seconde, vous avez un signal qui, très très vite, devient de la bouillie, parce que la référence bouge, les objets bougent, avec une multitude de points, c'est un nuage de points, qui est extrêmement complexe à interpréter, beaucoup plus complexe que les signaux générés par des caméras 2D. Et c'est l'objet d'Outsight de proposer des algorithmes qui permettent de redonner de la cohérence à ces nuages de points par toute une pile d'algorithmes différents. Et ces algorithmes tournent en temps réel. Donc, c'est ça qui est important de comprendre. Thomas mentionnait notamment l'objectif de mesurer la vitesse de véhicule, soit du véhicule lui-même, soit même, j'imagine, la vitesse de véhicule autour du véhicule qui se déplace. Il y a des systèmes qui fonctionnent sur le Doppler qui permettent de mesurer une vitesse instantanée. Des lidars qui fonctionnent à 20 Hz permettent de mesurer la position exacte des objets 20 fois par seconde et donc doivent moyenner la position sur 50 millisecondes pour calculer la vitesse. Donc, on n'a pas exactement la vitesse instantanée. Et donc, ces algorithmes permettent, je ne vais pas rentrer dans le détail des algorithmes, mais à partir d'un nuage de points qui est un signal très complexe, de générer des informations compréhensibles par des applicatifs logiciels plus élevés, soit pour de la navigation, soit pour la détection de champs libres, soit pour la détection d'obstacles, soit pour encore d'autres applications. Ce qui est important de noter ici, c'est que l'ensemble des algorithmes que nous proposons sont déterministes. Donc, il n'y a aucun apprentissage, ils fonctionnent instantanément. Il n'y a pas de machine learning. En revanche, ils peuvent être utilisés ensuite pour nourrir des algorithmes qui eux-mêmes fonctionneraient avec de l'apprentissage. Un des points importants également, notamment dans cet enjeu d'apporter de la cohérence au nuage de points, la complexité, en fait, c'est que le véhicule ne dispose pas de carte. Il ne sait pas où il est. Alors, à partir de sa perception, il peut voir l'environnement et se positionner dans l'environnement. Connaissant sa position, il peut construire une carte et ensuite, il peut positionner les objets dans cette carte. Mais vous voyez, c'est un algorithme qui est itératif et qu'on en appelle, alors je pense que c'était mentionné à la page précédente, Simultaneous Location and Mapping, le SLAM. Et donc, le fait d'avoir des algorithmes itératifs est extrêmement important et c'est ce qui permet, en fait, simultanément de localiser le capteur et l'environnement, d'identifier la perception, donc de classifier des nuages de points en fonction de leur nature, et ensuite d'appliquer une couche de sémantique qui permet de comprendre l'environnement pour délivrer des informations qui permettent au véhicule de prendre des décisions et de conditionner les actions du véhicule. Voilà un exemple un peu mieux illustré à gauche. Vous voyez un véhicule équipé d'un lidar et vous voyez les scans instantanés du lidar. Vous voyez que la résolution est assez faible. Là, on est sur un lidar 16 couches. Donc, on a l'impression que le lidar voit assez peu de choses. Et à droite, vous avez le résultat de ce même nuage de points processé par nos algorithmes. Et donc, vous voyez comme l'information est beaucoup, beaucoup plus riche.
D'abord parce qu'on aura intégré les différents scans autour du temps, et donc on les aura mis bout à bout, et donc sur la route, on va venir afficher non seulement le scan instantané, mais tout l'historique de scan. Donc on va densifier énormément les scans. Ensuite, en haut à droite, on va classer chacun des points par nature. Donc en gris, vous avez les points qui appartiennent au sol. En vert, vous avez les points qui appartiennent à la végétation. En blanc, les points qui appartiennent à un objet qui est susceptible de bouger. Des voitures qui sont immobiles à l'instant où elles sont observées, mais elles sont susceptibles de bouger. Et puis en jaune, vous avez l'infrastructure. Et en bas, à droite, vous avez le résultat d'algorithmes de détection d'objets et de tracking d'objets, qui permet de faire des clusters de points, des points qui évoluent à une vitesse homogène entre eux. Donc, ce sont des véhicules autour du véhicule qui porte le capteur, qui sont identifiés comme objets et autour desquels on construit une bounding box qui permet de donner leur dimension, leur orientation, leur position, leur vitesse de déplacement. Donc, ce sont ces informations qui sont générées par notre couche de perception et mises à disposition des algorithmes de navigation. Et tout cela en temps réel. C'est-à-dire que chacune des informations est processée entre 2 scans du LiDAR, donc 20 fois par seconde. Autre exemple, là on s'éloigne du domaine de la mobilité, mais c'est pour illustrer la performance d'algorithmes dans des zones très denses, en l'occurrence de piétons, et qui, en réalité, sont des cas très pertinents pour la circulation de véhicules dans des environnements urbains, avec une cartographie, une perception collaborative entre les capteurs qui sont portés par les véhicules et des capteurs qui sont portés par l'infrastructure. Donc l'infrastructure observe par exemple des piétons qui sont à des intersections et peuvent informer à distance les véhicules qui s'approcheraient d'une intersection des piétons qui sont en train de traverser l'intersection. Et vous voyez, c'est comme si on fait l'analogie entre ce que la voiture voit grâce à ses phares, ce qu'elle voit elle-même, et ce que la voiture voit grâce à un lampadaire qui illumine une intersection. Sauf que là, vous imaginez que le lampadaire et les phares de la voiture collaborent pour enrichir la perception. Donc, à l'intersection, les différents véhicules vont voir non seulement ce qui est éclairé par le lampadaire, en l'occurrence un lidar qui serait sur l'intersection, et ce qui est vu par les différents véhicules connectés qui voient eux-mêmes les véhicules qui s'approchent. Donc ça, c'est tout à fait possible, voilà, avec des algorithmes de fusion de données qui permettent de construire une carte unique et de positionner sur cette carte l'ensemble des observations issues d'un grand nombre de capteurs qui vont fusionner les données. Ça, c'est possible avec des capteurs LiDAR parce qu'ils positionnent chacune de leurs observations précisément dans l'espace avec les coordonnées 3D, ce qui est totalement impossible avec des caméras 2D qui, elles, ont une image 2D dont les objets ne sont pas positionnés dans l'espace. Donc, fondamentalement, voilà, c'est beaucoup de choses qui deviennent possibles avec la 3D qui n'étaient pas avant. Autre exemple de perception augmentée qui reprend un des exemples mentionnés par Thomas, qui est la détection d'obstacles sur une route. Ici, un pneu de voiture. En plus, noir sur noir, donc des objets qui sont mal vus. Donc là, vous voyez à gauche le nombre de points qui touchent le pneu sur la route. Et vous voyez que à chaque scan, vous avez au maximum 3 points. Vous avez 1, 2 ou 3 points qui touchent le pneu, c'est-à-dire moins que le bruit. Donc, si on exploite les scans un par un, il est impossible de voir le pneu. En revanche, si on intègre au cours du temps le nombre de points qui va toucher le pneu, alors, ouais, je vais rejouer, eh bien, on va avoir de plus en plus de points au cours du temps, de façon à, au bout de quelques secondes, voilà, je fais une pause ici, vous voyez, sur la courbe de droite, vous voyez qu'au bout de 25 trames, c'est-à-dire à peine plus d'une seconde, vous avez 15 points. On va dépasser le seuil critique qui permet d'identifier un objet qui est sur la route.
Et donc, malgré des capteurs qui ont une résolution assez faible, avec des algorithmes qui intègrent la perception au cours du temps, ça permet d'enrichir significativement et de façon critique la détection d'obstacles sur une route. Ces différents algorithmes, dans la mesure où ils sont en temps réel et critiques en termes de sécurité, nous les livrons dans un boîtier matériel. Voilà. Donc, avec un hard qui est dédié à cette perception, voilà, dont les performances logicielles sont garanties. Et il faut vraiment le voir comme un préprocesseur de LiDAR, qui va générer une information pertinente. Et qui aujourd'hui fonctionne avec déjà un très grand nombre de LiDAR. Donc ceux qui ont été mentionnés par Thomas, je reconnais au moins 2 marques, mais aussi d'autres, dont au milieu celui qui ressemble à un micro, c'est le Waymo, enfin c'est le Honeybird, le LiDAR développé par Waymo, la filiale de Google, pour leurs propres besoins, mais qu'ils proposent aussi à des industriels pour d'autres applications. Et ça, c'est important parce que ce marché de LiDAR est très prolifique. Il y a des capteurs qui apparaissent chaque jour avec des prix qui diminuent, des performances qui augmentent. Et donc, on a la capacité à abstraire les spécificités des LiDAR pour que des applicatifs plus haut niveau puissent facilement passer d'un LiDAR à l'autre en fonction des performances qui sont les plus importantes pour les applications. Sachant, et là je fais une petite pause, sur l'aspect multispectral, Outside développe aussi en interne son propre LiDAR multispectral qui fonctionne à 1500 nanomètres et qui, en plus de donner l'information de distance à un point donné, donnera le résultat de la signature optique du point et en multispectral, et donc de faire la différence entre l'eau, la glace, le béton, le végétaux, le plastique, la peau. Donc, je ne peux pas présenter des slides aujourd'hui sur ce sujet. Voilà, c'est un LiDAR qui est en cours de développement et qui viendra se rajouter à la liste des LiDAR avec lesquels nous sommes compatibles. Voilà, et à titre d'illustration, des exemples du niveau de perception obtenu à partir de LiDAR. Ici, quand on slam sur des images. Donc, je vais passer vite. Cet exemple est intéressant parce qu'il permet de montrer aussi la façon dont on peut simuler la qualité de la perception de véhicules qui roulent. Donc là, on est dans un environnement de simulation que l'on a créé et qui permet de déterminer quelle est quels sont les bons LiDAR et quelles sont les bonnes orientations des LiDAR pertinentes pour une observation donnée. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin et je laisse quelques minutes pour vos questions si vous en avez. Oui, il y en a. Il y en a plusieurs qui sont arrivés sur le chat. Alors, je publie la première. Ah non, pardon, c'était la précédente, excusez-moi. Voilà. Je vous laisse suivre. Oui, le temps de 50 millisecondes, il correspond à la fréquence typique de LiDAR, voilà, qui fonctionne à 10 ou 20 Hz en général, et donc qui génère entre 10 et 20 images par seconde de l'environnement, ce qui laisse 50 millisecondes pour calculer. Donc, c'est vraiment le temps de perception du LiDAR, et c'est le même, c'est le temps de calcul de nos solutions pour générer une information de perception pour les couches applicatives, indépendamment de la réaction du véhicule. Très bien, merci. C'est vrai que j'avoue que vos vidéos étaient très impressionnantes. Hein. Question suivante. Alors, est-ce que le pré-processing logiciel peut aider à réduire l'encombrement des LiDAR 360 ? Non, je n'ai pas de réponse évidente. Alors, ce qu'il peut faire, c'est fusionner
la perception générée par un ensemble de lidars avec des angles de vue réduits. Et donc, vous pouvez imaginer d'avoir 2 lidars à l'avant, 2 lidars à l'arrière, qui ont des angles de vue, par exemple, de 90 degrés. Et donc ça, effectivement, ce sont des lidars MEMS qui sont plus petits, avec un encombrement plus réduit. Et nous venons calibrer ces lidars et générer une perception unique qui serait équivalente à une perception 360, mais issue de plusieurs lidars. Donc, dans ce sens-là, oui, le logiciel permet de remplacer un gros lidar 360 qui doit être sur le toit pour voir partout, par un ensemble de lidars avec des visions partielles, plus petits, mais qui auraient une perception 360 aussi bonne, voire meilleure. Très bien, merci. Et la dernière question, la puissance typique des sources laser utilisées pour le lidar dans l'automobile. Avez-vous la réponse à cette question ou pas? Peut-être que les présentations suivantes pourront y répondre, sinon. Oui, parce que ça dépend. Alors, en plus, est-ce que c'est une puissance d'impulse? Oui. Mais alors, ce qui limite la puissance aujourd'hui, de toute façon, c'est la régulation dans le 900 nano pour être pas dangereux pour l'œil. C'est aussi pour ça que dans notre lidar multispectral, on passe à 1500 nanomètres, puisque c'est une fréquence qui n'est pas dangereuse pour l'œil et qui nous permet d'émettre plus loin. Donc, je pense qu'il n'y a pas de réponse unique à cette question. Justement, pour justement les sources autour des 1400-1500 nanomètres, elles sont très peu présentes à l'heure actuelle dans les lidars, aussi pour des questions de coût. Et comme ceux qui veulent intégrer des lidars, comme le disait Thomas, espèrent que les coûts vont baisser. Du coup, comment vous pensez vous positionner avec une source laser qui nous est propre. D'accord. Voilà, dont on maîtrise la fabrication et qui, puisqu'on travaille vraiment sur notre propre source laser en interne, avec des cristaux particuliers, et qui nous permettent d'avoir un procédé de fabrication qui est du même ordre de grandeur de coût que les lasers à 900 nanomètres. Donc, on n'utilise pas les sources laser typiques, classiques, 500, qui sont effectivement assez onéreuses. Oui, c'est pour ça que même si elles sont moins dangereuses pour les yeux, il y a très peu de fabricants de lidar qui s'orientent vers ces sources à l'heure actuelle. Voilà, mais c'est pas une loi qui est définitive. Cette loi du coût important pour les lasers à cette fréquence. Oui, non, tous les coûts vont en diminuant. Et bien, très intéressant. Peut-être que nous aurons plus d'informations lors d'un prochain webinaire sur cette source, ce lidar multispectral. Merci beaucoup, Sébastien. Alors, Michael, c'est à toi donc, alors. C'est parti et bienvenue pour cette dernière présentation qui va porter davantage sur les composants discrets intégrés dans les systèmes LiDAR qu'on a vu précédemment. Voilà, donc un petit mot rapidement pour rappeler qui est Laser Components. Donc c'est aujourd'hui un groupe de 230 personnes avec la maison mère qui est basée à Munich et plusieurs usines, dont un nouveau site en Arizona qui fabrique tous les composants optoélectroniques infrarouges qu'on va voir dans la suite de la présentation. Donc, pour rentrer pas à pas dans le cœur du sujet, un petit rappel au niveau, quelques petites données marché. Donc là, ce graphe, il est intéressant parce qu'on voit l'évolution sur 6-7 ans des composants 3D et imageants utilisés dans différents secteurs. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le secteur automobile, donc c'est la partie en orange. Alors, on constate que la croissance globale, on prévoit que la croissance globale sera autour de 20%. Et celui de l'automobile en particulier sera de 25%. Donc, on voit vraiment que c'est un secteur qui est actif dans le domaine des capteurs optiques.
Voilà, ensuite, bon, je ne vais pas refaire la présentation de Stellantis qui était très bien là-dessus. Mais voilà, on peut expliquer assez rapidement comment on en est venu au LiDAR avec les limitations des précédents des précédents systèmes, mais qui sont quand même toujours intégrés aujourd'hui sur la voiture. Donc, le télémètre à ultrasons notamment, qui a des problèmes de portée. La caméra, où là, on va manquer d'informations sur la profondeur, par exemple. Le radar qui va être assez perturbé par les conditions atmosphériques, et le LiDAR qui, lui, va justement dépasser ses limitations, apporter plus de rapidité, plus de distance. Donc c'est pour ça aussi qu'on le retrouve à l'avant du véhicule. Donc c'est un schéma qui est assez similaire à ce que présentait Thomas de Stellantis. Donc je ne vais pas trop m'attarder. Voilà, donc là, on revoit encore une fois le principe de time of flight, qui est un principe fondamental des systèmes LiDAR, mais ce schéma aussi il est intéressant, ce qui nous permet de voir quels sont les composants optoélectroniques qu'on va généralement retrouver dans ce genre de système. Alors, au cœur, on a une diode laser pulsée. Alors, comme on l'a dit, c'est principalement infrarouge. Les longueurs d'onde qu'on retrouve, ça va être souvent du 905 ou du 1550 nanomètres avec différentes gammes de puissance. On va retrouver une photodiode PIN, donc qui est une photodiode assez standard, bas coût, qui va donner le top départ du pulse, et une avalanche, une photodiode diavalanche, pardon, donc APD, qui elle est extrêmement sensible et va récupérer le flux qui lui est, enfin le pulse qui a été très atténué en rebondissant par exemple en étant réfléchi sur le pare-choc arrière de la voiture qui nous précède, collecté ensuite par un système optique, et on va récupérer un signal affaibli, mais grâce à cette bonne sensibilité, on va pouvoir l'exploiter, et ça donne le clap de fin pour la mesure de durée du temps de vol. Donc voilà très rapidement ce qu'on va retrouver en termes de composants. Donc là, je vais rentrer plus précisément dans la technologie des diodes laser pulsés, et ensuite faire un zoom de recul et voir les différentes technologies. Donc ça, c'est vraiment la structure de base, c'est-à-dire une couche, un ensemble de couches de semi-conducteurs différents suivant la longueur d'onde qu'on veut, avec une cavité de résonance entre l'avant et l'arrière. Et ce qui est particulier sur les diodes laser pulsés, c'est qu'on a une émission dite par la tranche. Donc, on va avoir un faisceau qui va être émis par la petite encoche orange, donc qui va donner un faisceau de forme elliptique un petit peu aplati. Et cette structure est assez modulable. Voilà, si on veut plus de puissance, on va pouvoir multiplier les couches et même empiler des diodes laser pour en faire ce qu'on appelle des stacks, si on veut plus de puissance. Il y a une autre structure qui vient contraster avec celle présentée dans la slide d'avant, qui est l'émission par la tranche. Ici, ce sont les VCSEL qui, eux, ont une émission verticale. Donc, c'est aussi des couches de semi-conducteurs un petit peu différents. Mais voilà, cette émission verticale permet de réduire les coûts en termes sur la production, car on va pouvoir tester tout le wafer, donc l'ensemble d'un même coup, avant le découpage puce par puce. Donc, même si le matériau de base sont un peu plus cher, on s'y retrouve avec le bon rendement en production. Voilà, donc là, ce dont je parlais au début, le tour d'horizon des composants basés sur l'émission qu'on retrouve dans les systèmes LiDAR. Donc, on a la diode laser pulsée à 905 nanomètres. On parlait dans les questions des puissances sur une diode mono-élément. On va être à 130 watts crête, donc c'est la puissance du pulse. Là, on a aussi les diodes laser à 450 nanomètres, un peu moins puissantes, mais souvent utilisées justement pour leur côté eye safe, donc moins dangereuses pour l'œil. On a aussi des diodes laser qui permettent d'avoir une meilleure résolution
en diminuant la durée du pulse. On a des pulses de 2,5 nanosecondes, voire même en dessous, avec des fréquences voilà, de l'ordre de ce qu'on retrouve avec l'Humibird, de 200 kHz environ. Il y a aussi des possibilités d'avoir juste ce qu'on appelle le composant SMD. Donc, on va s'affranchir du boîtier métallique avec la fenêtre. Ça permet de baisser les coûts et d'avoir plus de flexibilité en termes d'intégration. En revanche, ça nécessite un savoir-faire un peu plus poussé pour l'intégrer. Et on retrouve des versions barrettes. Alors, au lieu d'empiler les diodes laser, on peut aussi les juxtaposer pour avoir plus de puissance et une largeur d'émission plus importante, donc éclairer une scène plus large. Et enfin, les VCSEL que j'ai présentés, avec des longueurs d'onde différentes en général des diodes laser pulsés, donc 808, 850, 940 par exemple, des puissances un petit peu en dessous encore pour le moment. Donc plutôt de l'ordre de 10, 25 watts contre plusieurs centaines sur les diodes laser 905. Alors ensuite, ces composants-là, ils sont utilisés ils sont bien adaptés à différentes techniques. On va retrouver le scan laser avec le miroir rotatif qu'évoquait Thomas en première présentation. Donc, on a un diode laser pulsé qui rebondit sur ce miroir rotatif et on va faire un scan point par point de la scène. Donc, c'est un système qui a une bonne résolution. En revanche, qui a une vitesse pas excellente. Et comme il y a des parties mouvantes, etc., c'est un système qui est assez difficile à intégrer et avec un prix assez peu avantageux pour le moment. Pour dépasser ça, on peut utiliser des miroirs MEMS, donc, qui sont un système plus compact et plus rapide et aussi moins cher. Donc, c'est un système plutôt prometteur qui présente plein d'avantages et on retrouve globalement les mêmes composants, à savoir des diodes laser pulsés et, je vais en parler après, des récepteurs monoéléments, donc comme des détecteurs APD. Enfin, le troisième grand principe, c'est le LiDAR flash, où on va éclairer une scène complète et récupérer le signal, non pas là sur un détecteur monoélément, mais sur une matrice ou au moins une ligne. Donc, c'est d'autres composants qui sont utilisés. On va plutôt privilégier des VCSEL et ce qu'on appelle des SPAD. On va voir ça juste après. Voilà. Donc là, un petit peu à l'instar des composants sur l'émission, on a un tour d'horizon sur les composants en réception. Donc les photodiodes, on va retrouver les photodiodes InGaAs-PIN qui sont les photodiodes très standards que j'évoquais au tout début, assez bas coût, avec une sensibilité qui n'est pas excellente. En revanche, quand on regarde du côté des APD, la sensibilité est excellente. Le coût est plus élevé en revanche. Mais voilà, ça c'est vraiment un élément qui est central et qu'on retrouve dans beaucoup de systèmes LiDAR. Et on va retrouver deux types, les silicium et les InGaAs. J'expliquerai la différence après, mais c'est lié directement à la longueur d'onde de l'émission. On a aussi le format SMD, donc, qui est juste la partie centrale, en fait, juste la partie optique. Donc, un peu comme les diodes laser pulsés, c'est difficile à intégrer, mais c'est un peu plus bas coût. Ensuite, les barrettes, où là, on va juxtaposer des détecteurs monoéléments pour en faire une ligne ou une matrice. Et dans ce cas-là, justement, des matrices plus complexes qui fonctionnent sur un mode différent qui va permettre de faire de la détection de photons uniques, donc qui sont encore plus sensibles que les APD, donc les photodiodes à avalanche, qu'on retrouve principalement, je reviens sur la slide précédente, dans les flash LiDAR ici, là, à ce niveau-là. Et donc, comment on fait la différence entre les deux? Donc, comme je disais, c'est souvent lié à la technique, mais il y a aussi une histoire de compromis sur différents critères.
Par exemple, donc là, SIPM, c'est pour Photon Multiplier. C'est très grossièrement, c'est les matrices avec la détection de photonique. Donc, c'est ce genre de composant. En fait, on va avoir une excellente sensibilité, on le remarque ici, mais très affecté par la lumière du jour et une dynamique qui n'est pas excellente. Voilà, donc à chaque fois, il va falloir faire des choix pour déterminer quel est le meilleur composant utilisé dans les systèmes LiDAR. Ensuite, je parlais d'APD, et le A, c'est pour avalanche photodiode. C'est vraiment primordial pour avoir cette bonne sensibilité. Très rapidement, en fait, on applique une tension à la photodiode qui va permettre d'avoir une amplification au sein des différentes couches de semi-conducteur. Donc là, on voit l'onde H nu qui symbolise un photon incident. Et au final, on a un signal amplifié qui va être exploitable. Et ceci intégré dans un système électronique va nous permettre d'avoir un système avec une excellente sensibilité. Ici, on retrouve les modes de fonctionnement que j'évoquais précédemment. Donc, les photodiodes PIN qui sont en fait le mode de fonctionnement très standard des photodiodes. Le fonctionnement en mode linéaire, donc là où on retrouve nos fameuses photodiodes à APD, avec cette amplification. Donc, en faisant varier la tension appliquée, on fait varier le coefficient d'amplification, le gain. Et ensuite, passer une certaine tension, donc qui est le breakdown voltage, on arrive sur le mode GGR, donc qui est le mode de détection de photons uniques. Et encore une fois, pour rappel, c'est celui qui est utilisé pour les matrices et les flashs LiDAR. Ensuite, j'ai parlé rapidement de silicium emitting gas pour les photodiodes. En fait, c'est directement lié à la longueur d'onde utilisée à l'émission. On remarque que le silicium a un pic de sensibilité en général entre 800 et 1 micron. Donc nous, les nôtres sont faits pour être couplés avec nos diodes laser à 905. Donc le pic est précisément à 905. On retrouve l'INGAS, qui est le pendant du silicium, mais pour les émissions à 450. On a le pic qui est beaucoup plus loin dans l'infrarouge. Donc, c'est des matériaux avec des caractéristiques un petit peu différentes. Le prix aussi va varier. Et pour finir, un petit mot sur les normes et les accréditations. Donc, dans notre cas, ce qui nous concerne, c'est la norme AEC-Q 101 qui est en fait une norme qui est un gage de qualité et où les composants ont été éprouvés dans des conditions difficiles et particulièrement adaptées à l'automobile. Et c'est le cas d'une de nos références, donc qui est une diode laser à 905, et ce depuis 2017. Donc voilà, c'était la dernière slide, il me semble. Merci de votre attention, et puis si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Si, merci Mickaël, merci, très intéressant. Voilà, pile poil dans les temps, c'est parfait. Je vais publier alors ça c'était la précédente question. Je vais publier une question. Quelle technologie de source offre le meilleur rendement, puissance d'émission, consommation électrique? Idem pour les dissipations thermiques requises. Alors, c'est très difficile à répondre étant donné que les diodes laser pulsées vont avoir très bonne puissance, mais une consommation assez élevée. Les VCSEL, moins de puissance et une consommation électrique plus modérée. Donc, il faudrait faire le calcul, mais quand on gagne dans un domaine, on perd dans l'autre. Donc, il faudrait regarder ça de plus près, je pense. Je n'ai pas la réponse en chiffres sur le rendement. Merci Mickaël. Et Laser Components étant fabricant de certains de ces composants, autant en émission qu'en détection,
Est-ce que vous prévoyez des baisses des coûts de production en fait que demandés par les intégrateurs et fabricants automobiles qui souhaitent que tous ces lidars aient des coûts moindres pour être développés, enfin plutôt équipés, qui puissent équiper tous les véhicules? Les coûts chez Laser Components vont mécaniquement baisser dans le sens où la partie, notamment APD, c'est une activité qui est constamment en croissance et en fait, il faut vraiment regarder comment sont fabriquées ces APD. Elles sont issues d'un wafer, donc, qui est la base du semi-conducteur, qui fait environ 10 cm en diamètre. On réalise ensuite une découpe pour avoir toutes les puces qui vont faire entre 200 microns et 1 mm, suivant la technologie. Et en fait, plus les volumes continueront de croître, plus on arrivera à avoir des coûts intéressants, parce que justement, toute la galette, donc tout le wafer pourra être utilisé. Et c'est vraiment c'est là d'où les coûts proviennent, en fait. C'est le coût de process sur le wafer. Et il y a aussi des technologies qui restent un petit peu plus chères, comme l'InGaAs par rapport au silicium. Mais globalement, on remarque que c'est de plus en plus produit, et donc les coûts de production baissent petit à petit. Et au niveau des sources, qu'est-ce qui est plus avantageux de partir sur des VCSEL ou des diodes laser pulsées? Tout dépend si on est à la recherche de puissance. Ça sera plutôt les diodes laser qui seront privilégiés. Ensuite, en termes de prix, la question, c'est plutôt en termes de tarifs. Pour l'instant, les VCSEL restent un petit peu plus chers, mais la tendance est à la baisse. Oui, c'est une nouvelle technologie. Ouais, mais la diode laser pulsée est beaucoup plus répandue, a priori, exact. beaucoup plus intégrée. Par contre, le 1550 reste rare. On en parlait précédemment en tant que fabricant, du coup. Oui, Laser Components. Ça reste rare, mais justement, c'est très apprécié pour le côté iSafe. Justement, c'est plus facile d'être qualifié non dangereux avec des longueurs d'onde un peu plus loin dans l'infrarouge. C'est ce qu'évoquait Outside, il me semble. Oui, mais bon, au niveau des sources, il y a encore du travail à faire, alors. Il y a encore du travail à faire, mais il y a beaucoup d'innovation et d'avancées à faire pour être… En termes d'innovation, la dernière en date et qui est assez marquante, c'est les diodes laser Quick Switch, justement avec des durées d'impulsion de l'ordre de la nanoseconde, qui permettent vraiment d'avoir des systèmes avec d'excellentes résolutions. Très bien, merci Mickaël. Il est 12h30, on va conclure. Je voulais remercier nos 4 présentateurs, donc Mickaël, Thomas, Sébastien et Christophe. Merci beaucoup à tous les 4 pour ces présentations très intéressantes. J'espère qu'elles vous auront appris beaucoup de choses sur le lidar, le véhicule autonome et ce que le futur nous attend dans ce domaine. Nous vous donnons rendez-vous le 20 avril pour la dernière série de ces 4 webinaires proposés par le CLP, qui sera dédié au contrôle de procédés laser au service de l'e-mobility. Les intervenants seront Ophir, Plasmo, Precitech et Irepa Laser. Merci à tous. Au revoir. Merci Audrey.